East Coast versus West Coast. Dans le rap, on répète ces deux mots depuis plus de 30 ans, mais personne ne sait vraiment ce qu'ils signifient. Parce que cette fracture est beaucoup trop souvent réduite à la rivalité entre Tupac et Biggie, alors que les implications historiques et sociétales sont beaucoup plus profondes que ça. Alors donne-moi 3 minutes pour tout expliquer. Avant tout ça, rapide point historique. Pour comprendre, il faut remonter à 1948 et à la construction de la Cross Bronx Expressway, une autoroute de 6 voies qui traverse le Bronx d'est en ouest. Des quartiers résidentiels entiers sont rasés. S'ajoute à ça un sentiment d'abandon provoqué par le retrait des services publics dans la zone, un terreau fertile pour la prolifération des gangs, mais aussi pour un mouvement culturel aux influences jamaïcaines. En 1973 naît le hip-hop, lors d'une soirée de DJ Kool Herc. Et pendant que le Bronx invente le hip-hop, Los Angeles brûle déjà. L'événement déclencheur n'est pas une autoroute, mais un soulèvement. Les émeutes de Watts en 1965. La naissance du rap de LA est étroitement liée au besoin des communautés noires de raconter leur propre expérience. Les 3 racines principales sont la migration afro-américaine d'après-guerre vers les villes de l'Ouest, l'héritage du Black Panther Party et le travail des poètes. Alors quand le rap arrive enfin à Los Angeles, il hérite d'une tradition de paroles politiques déjà bien ancrée. Mais au-delà des origines, ce sont deux façons de penser la musique qui s'affrontent, et chaque trait esthétique est déduit d'une contrainte réelle. Mais avant de t'expliquer comment ces implications historiques ont eu des implications directes sur la façon de réaliser la musique, abonne-toi pour avoir des analyses d'artistes, d'albums et avoir enfin la playlist que tu mérites. La matière du rap new-yorkais, c'est le sampling. Le rap naît comme une musique de foule, écoutée dans une salle des fêtes ou dans une block party. Et de là sort le boom bap. Le beat n'existe que pour porter la voix. L'arrangement est pauvre volontairement pour que le MC ait toute la place. À LA, on fait l'inverse. Adam Grimes définit le G-Funk comme un style qui déploie de l'instrumentation live, chargée en basse et en clavier, avec un sampling minimal, voire nul. Et un acteur qui reste très sous-estimé, c'est la radio. La première radio à passer du rap 24h/24 se trouve à LA. Là où New York possédait des DJ de club, Los Angeles possédait une antenne. Et ce n'est pas un détail. Ça veut dire que le rap de la côte ouest s'est formaté pour la radio et pour la voiture bien avant celui de la côte est. L'Est écrit le texte, l'Ouest fabrique un environnement. Les mêmes causes produisent deux littératures différentes. À New York, la technique devient la valeur suprême. Dès 86, Rakim abandonne les rimes finales prévisibles au profit des rimes internes et multisyllabiques. Après lui, la côte est se construit sur une hiérarchie de valeurs. La densité, la complexité du schéma de rime, la punchline. À l'ouest, la valeur n'est pas la complexité, c'est la véracité du récit, autour d'un flow laid-back caractérisé par une articulation molle, dont Snoop Dogg est l'archétype. On ne cherche pas à impressionner par le nombre de syllabes, on cherche à installer une ambiance. Et ce n'est pas un hasard si à LA, le rap et le cinéma ont grandi ensemble. Et tout ça, ça vient de dizaines d'années de politique, de migration et de contraintes matérielles très réelles. Et c'est infiniment plus dense et plus riche qu'une simple rivalité entre deux mecs qui ne s'aiment pas. Même si bien évidemment, il y a toujours des guerres d'ego, de labels et de domination dans tout ça. Et la vraie erreur, elle serait de croire que le rap américain se résume à deux esthétiques, New York versus LA. Alors que la scène rap américaine est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste et beaucoup plus diverse, et ce depuis des dizaines d'années. J'espère que t'as kiffé la vidéo, que t'as appris 2-3 trucs, si c'est le cas abonne-toi pour voir plus de vidéos dans ce genre.